Bien. Loïc Chussot. Présent. Claire Guillu. Présente. Jean-Christophe Hess. Présent. Isabelle Coirier. Présente. Hugues Brianceau. Présent. Carole Derchabois. Présente. Didier Quérault. Présent. Nathalie Font. Présente. Jean-Louis Gaglione. Eva Pacro. Présente. Philippe Audubert. Présent. Cécilia Burgot. Présente. Martine Métayer. Présente. Roland Bouillet. Présent. Jacques Pinault. Jean-Max Bourreau. Présent. Agnès Cabaret-Martinet. Jean-Michel Sokoja. Présent. Alain Géant. Présent. Anas Cabage. Présent. Sylvie va avoir du retard. Fabienne Delétang. Franck va avoir du retard aussi, il est pas arrivé. Anaïs Gallet, présente. Catherine Desgranges. Présente. Isabelle Leray. Présente. Benjamin va arriver en retard. Maxime Vendée. Présent. Yves Mosser. Présent. François Nicolas. Présent. Yannick Louarn. Présent. Laurent Le Forestier. Présent. Sophia Benani. Elle aura un peu de retard, elle va arriver là. D'accord. Jessica Lelion, absente. Yann Vince, absent. Laurent Le Breton. Présent. Elisabeth Douésy. Présente. Et Nadine Billan. Donc, désignation d'une secrétaire de séance, proposition Agnès Cabaret-Martinet. Très bien. Avant de commencer ce conseil municipal de rentrée, je tenais à faire quelques mots d'introduction. Ensuite, nous accueillerons Jean-Claude Lemasson qui est sur la route. Oui, il arrive. Ah, bah voilà Jean-Claude. Donc nous accueillons ce soir Jean-Claude Lemasson qui nous présentera le contrat territorial entre la ville de Nantes, entre la ville de Rezé et Nantes Métropole tout à l'heure. Merci beaucoup pour ta présence, Jean-Claude. Donc quelques mots d'introduction. Les records de température, les épisodes de sécheresse et d'incendie de cet été, accompagnés des tensions sur l'eau potable à l'échelle de la métropole, rendent plus que jamais tangible notre vulnérabilité au dérèglement climatique, notre dépendance aux ressources et l'urgence à transformer nos modèles de développement. Dans ce contexte, je voudrais commencer ce conseil municipal en posant auprès des Rezéennes et des Rezéens 3 points qui sont pour nous fondamentaux. Le premier, c'est que ces crises nous engagent dans différents niveaux d'action. Il s'agit bien sûr dans un premier temps d'agir pour limiter les impacts de la crise. Le plan canicule a été lancé dès le mois de juin, avec par exemple un accès de nuit à l'ensemble des parcs de la ville et aussi la veille auprès de nos seniors. Nous avons posé au mois d'août un arrêté interdisant les barbecues en raison des risques d'incendie. De la même façon, nous avons interdit l'accès aux terrains de sport en herbe qui, faute d'eau, n'auraient plus été viables s'ils avaient été piétinés. Les contraintes énergétiques nous amèneront de la même façon à prendre différentes mesures ces prochaines semaines. Ces crises nous rappellent surtout l'urgence des transformations de fond qu'il nous faut continuer à mener. Intégrer la finitude des ressources en eau, en énergie, la récurrence des aléas climatiques et se re-questionner sur la façon dont nous voulons vivre ensemble, nos usages, nos comportements. Reposer les temps de notre vie sociale en fonction des températures, mutualiser davantage les équipements, penser une politique de l'eau ambitieuse, refonder nos imaginaires collectifs sur des bases qui ne soient pas celles de la croissance et d'une société de consommation, mais plutôt d'une société du partage et d'une sobriété heureuse, car juste et équitable. Cela m'amène au deuxième point. Les crises que nous traversons sont d'autant plus insupportables qu'elles touchent avant tout les plus vulnérables. Ceux qui ont souffert le plus de la chaleur cet été sont aussi ceux qui n'ont pas pu partir en vacances pour des raisons d'âge, de ressources, de travail ou de santé. Ce sont sans doute les mêmes qui ont aussi beaucoup pâti des confinements. Beaucoup, à qui on va demander de moins chauffer, ne chauffent déjà plus beaucoup et depuis longtemps. Nous
n'accepterons en aucun cas certains discours qui tendent à faire peser sur les comportements individuels la lourde tâche d'une transformation globale et collective. Tant que nous n'aurons pas de réponse à la hauteur du changement climatique, les disparités sociales ne pourront que s'aggraver. Pour finir, je tiens à assurer à toutes les Reuséennes et les Reuséens que nous travaillons, élus et services, avec beaucoup d'ardeur pour conduire ces transformations. Il s'agit de soutenir toutes les initiatives de solidarité et de convivialité qui amenent notre ville, en font sa richesse et son identité. Il s'agit de faire de Rezé, si fortement marquée par ses aménagements routiers, une ville nature qui place le vivant au cœur de son développement. Le bois des Naudières, ouvert cet été, le jardin des Trois Moulins, la concertation autour des Mahaudières, la végétalisation de plusieurs cours d'école, les projets d'agriculture urbaine et de fermes pédagogiques bio en sont des illustrations pour l'année à venir. Nous voulons aussi dire que nous n'y arriverons pas à l'échelon local si nous ne pouvons pas être soutenus par de fortes orientations nationales. Taxation sur les superprofits, régulation du secteur aérien avec plafonnement des vols et développement du ferroviaire, plan d'investissement notable et conséquent pour l'isolation des logements afin de supprimer les passoires thermiques. Enfin, nous interpellons l'État sur les tensions et violences que pourraient générer des injonctions contradictoires sur notre territoire, comme par exemple la mise en place de zones à faible émission carbone d'un côté, limitant l'usage des voitures, et l'absence de régulation du trafic aéroportuaire de l'autre côté. Je vous remercie. Donc, approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 juin qui vous a été communiqué par mail le 22 septembre. Avez-vous des remarques concernant ce compte-rendu ? Très bien. La transcription en langue des signes sera effectuée par mesdames Jocelyne Camule et Audrey Avenard. Le sous-titrage en temps réel ou vélotypie sera réalisé par la société Vox Direct et le captage audio et vidéo par la société Mstream. Donc vous avez eu la liste des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Y a-t-il des interventions concernant ces décisions? Merci. Donc, je vais maintenant passer la parole à Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci Madame la maire, chère Agnès. Merci de m'accueillir une nouvelle fois dans votre instance. Et cette fois-ci pour évoquer un sujet un peu particulier, parce qu'il s'agit du contrat territorial Loire-Sèvres et Vignoble, le pôle de proximité auquel appartient la ville de Rezé. L'idée ici, c'était de vous présenter et la démarche et le résultat en fait de cette démarche qui a été initiée il y a pas loin de 18 mois, puisque nous étions à l'époque en adoption du pacte de gouvernance. Vous avez à l'écran la date d'adoption de ce pacte. Et dans le cadre de ce pacte de gouvernance, un certain nombre de dispositions étaient inscrites. On a eu l'occasion d'ailleurs de l'évoquer ensemble. Et il est d'ailleurs noté dans ce pacte, ce que vous avez en italique sur la droite de l'image qui vous est présentée, les contrats territoriaux constituent le nouveau cadre contractuel. Ils sont élaborés à l'échelle des pôles de proximité. Ils reposent sur un diagnostic partagé et un dialogue approfondi avec les politiques publiques métropolitaines. Et ils permettent de définir collectivement les enjeux du territoire, prenant en compte bien évidemment leurs spécificités, et se déclinent en plan d'action à l'échelle du territoire de pôle et bien sûr de chaque commune. L'élément important du pacte de gouvernance. Alors, ce qu'il faut saluer peut-être d'abord, c'est l'implication des communes et la ville de Rezé en particulier, puisqu'il a fallu y passer du temps, tant au niveau technique qu'au niveau politique, pour construire ce document. Et les contrats territoriaux, en fait, apprécient la nouvelle génération des contrats de co-développement que peut-être certains d'entre vous ont connu depuis la création de la communauté urbaine en 2001. Des contrats de co-développement, et je l'avais diagnostiqué en début de ce mandat, qui en fait n'était pas ou peu utilisé, puisque beaucoup de maires n'en avaient pas forcément connaissance, et d'autant plus les nouveaux maires. Il était donc nécessaire de revisiter la méthode de fonctionnement
les process et procédures entre la métropole et les communes pour se donner un outil en fait plus intéressant et plus en dialogue. Ces contrats incarnent donc une promesse de proximité renouvelée avec les communes. Il n'est pas une fin en soi. On le reverra tout à l'heure sur la suite donnée, mais un autre mode de faire, ce que j'évoquais à l'instant. Et puis je tenais à saluer l'implication des élus municipaux, des vice-présidents et élus métropolitains, qui a été essentielle pour réussir cette démarche, mais également bien évidemment l'ensemble des services communaux, et en particulier en ce qui concerne ici la ville de Rezé. Alors, ce contrat, en fait, c'est une déclinaison territoriale à l'échelle des pôles de proximité. On est passé par un certain nombre d'étapes, en fait 5 étapes proprement dites. Une première étape de diagnostic partagé, qui mettait en évidence un certain nombre de sujets, notamment au travers ce que l'on connaissait déjà du PCAET, des enjeux territoriaux, du PLUM, du PDU, des PLH, et différentes feuilles de route, transition énergétique par exemple, mais aussi basé sur les portraits de Laurent, qui ont été très utiles en la matière. Et puis ensuite, 4 étapes de dialogue déclinées en thématiques, vous les avez à l'écran. Et ces 4 étapes de dialogue ont mobilisé 12 vice-présidents, et au global dans 33 commissions locales de pôle que j'ai eu l'honneur et l'avantage de présider. Ces contrats, en fait, ces déclinaisons, c'est donc 6 contrats territoriaux que vous avez ici, c'est-à-dire que les 5 pôles de proximité et un contrat spécifique Ville de Nantes. Ce qui est une nouveauté, puisque ça n'existait pas en tant que tel. Là aussi, nous avons introduit une nouvelle méthode de travail avec la Ville de Nantes, entre la Ville de Nantes et la métropole, pour construire à l'identique ces contrats. Alors, bien évidemment, nous n'allons pas citer l'ensemble des sujets et des enjeux issus de la phase diagnostique pour le pôle auquel vous êtes inscrit, mais simplement ici, on a ressorti quelques éléments qui me semblent importants, notamment le sujet de l'ajustement du nombre et des niveaux des équipements publics au regard de la croissance démographique, la mobilisation du foncier pour l'activité économique, construire la ville sur la ville et rendre acceptable la densification ou l'intensification. Et puis sur un autre domaine, on évoquait la ville verte de Rezé, sur assurer la transmission des exploitations agricoles, un élément qui m'est cher puisque je portais la politique agricole au mandat dernier. C'est un exemple des enjeux qui ont été ressortis du diagnostic et nous avons travaillé ensuite selon les 4 temps. Le dialogue sur chaque thématique, bien évidemment, entre les élus, mais un travail préparatoire approfondi en amont des commissions locales de pôle, avec d'abord un temps de sensibilisation et de présentation de la méthode en conférence des DGS, un temps préalable d'échange et de préparation des commissions locales, bien évidemment, entre le directeur de pôle et les directeurs généraux des services, un temps de restitution, d'une part, des comptes rendus des commissions locales de pôle, puis du projet de contrat, selon plusieurs séquences, puisqu'en fait le contrat a été écrit un peu au rythme des commissions locales de pôle. Et les élus, les communes ont pu amender, un tant soit peu, le contenu des textes qui étaient proposés pour aboutir à un document quasi finalisé à la date où on se parle et à l'heure où on se parle. Et puis un temps de recueil des commentaires et d'observation que j'évoquais à l'instant. Alors, quelques exemples peut-être des projets territoriaux pour le pôle qui vous concerne. Bien évidemment, ce n'est pas une liste complète et on le verra à suivre. L'idée ici, c'est de décliner les projets territoriaux selon les politiques publiques. Bien évidemment, ce sont les politiques publiques métropolitaines qui se déclinent sur les différents territoires, en l'occurrence ici sur le vôtre. Et vous voyez quelques exemples, alors bon, pas trop les citer, mais des sujets qui vous concernent plus directement, la programmation de la mixité fonctionnelle des grands pôles commerciaux, le déploiement des navettes fluviales, départ de 30 mous, la création de nouveaux itinéraires cyclables auxquels vous êtes attachés, bien évidemment, comme à beaucoup d'autres choses, le déploiement du plan arbre métropolitain, on l'évoquait à l'instant pour la ville nature, la prévention des inondations, un sujet éminemment important pour tous, mais particulièrement pour la ville de Rezé. Nous avons adopté au mandat dernier la première stratégie locale des risques d'inondation, la CLGRI. Et puis nous avons adopté le premier PAPI,
le plan d'action en prévention d'inondation, et puis en particulier la ZAC Pirmy-les-Îles à Rezé sur le sujet développement urbain, par exemple. Voilà quelques sujets de déclinaison des contrats territoriaux. Bien évidemment, quand on parle de la ZAC Pirmy-les-Îles à Rezé, on ne va pas en parler nécessairement à Vertou ou à Saint-Herblain ou à Saint-Étienne-de-Grandlieu. On en parle d'abord à Rezé. Donc on voit bien ici la déclinaison territoriale. Au travers de ces exemples, on identifie bien la richesse des actions collectives que nous menons sur l'ensemble de nos territoires et donc la déclinaison de nos politiques publiques. Alors le contrat, son architecture est celle-ci. D'abord, avant de parler des feuilles de route et du guide d'action opérationnelle, on a 5 chapitres qui correspondent justement aux politiques publiques. C'est-à-dire qu'on vient mettre, en dehors d'un préambule et d'un contexte et d'un diagnostic, on vient ensuite identifier les déclinaisons des politiques publiques sur le territoire. Et enfin, on termine par des documents plus spécifiques, plus concrets, plus opérationnels, qui sont d'abord les feuilles de route communales. Donc il y a une feuille de route par commune, bien évidemment, où on identifie sur cette feuille de route la PPI territoriale, le plan pluriannuel d'investissement territorial réalisé par la métropole au bénéfice de la ville, la PPI non territoriale, donc les politiques centralisées, je pense à mobilité par exemple. Si on évoque la rue de Pornic, c'est typiquement dans ce cadre. Et puis, on a imaginé, et ça a très bien fonctionné, identifier des projets par les communes en lien avec les compétences métropolitaines. C'est-à-dire, effectivement, des sujets, des travaux, des opérations qui sont concomitantes avec ce que porte la métropole sur le territoire et qui, parfois, d'ailleurs, amendent, corrigent ou accélère parfois les sujets métropolitains. Et donc sur ces feuilles de route, c'est une forme de feuille Excel, hein, si je peux le dire comme ça, sans faire de fausse publicité, qui permet de bien identifier les choses. Ce document est encore un peu en cours de consolidation, puisque nous n'avons pas encore, bien évidemment, signé ce contrat. Hein. Là, on vous le propose en amont, bien évidemment, de la signature. Et puis le deuxième sujet qui est un sujet qui est nouveau, puisque les feuilles de route communales existaient un tant soit peu, et notamment au travers des PPI territoriales précédemment. Là, on génère un GAO. Alors, on va éviter l'acronyme, on va dire guide d'action opérationnelle, qui est en fait un outil de suivi des actions par territoire. Et l'idée, c'est d'identifier sur chaque territoire 4 ou 5 orientations stratégiques qui sont représentatives, qui en fait forment le tronc commun des actions qui sont menées par la métropole au bénéfice des communes. Et ça va surtout être un guide d'action au quotidien, si je puis dire, puisque ça va nous permettre d'évaluer l'opérationnalité effectivement de la métropole sur les territoires et de se dire... Au bout d'un an, voilà où on en est de guide d'action. Nous avions prévu effectivement d'intervenir sur tel sujet en 2023. Où est-ce qu'on en est en décembre 2023 par rapport à cette action qui avait été identifiée comme telle? Là aussi, cet outil est en cours de consolidation. Donc on le construit collectivement, mais aussi avec la direction centrale, les différentes directions métropolitaines, pour s'assurer que les lignes budgétaires sont bien identifiées. Mais également la temporalité est bien identifiée. Ça a d'ailleurs été l'objet d'une discussion à la dernière commission locale de pôle où je faisais la restitution de ce travail. Alors, voilà un extrait des feuilles de route communales. On voit effectivement les têtes de chapitre. Alors c'est peut-être pas forcément lisible comme cela, mais je vous assure que ça l'est totalement. Et puis sur le document qui suit, qui va nous servir d'évaluation. Voilà, là aussi, c'est un tableau hein, qui permet d'identifier l'ensemble des sujets, politique publique par politique publique. Hein, c'est un A3, en fait, où on retrouve l'orientation stratégique en lien avec la thématique, les actions opérationnelles, les financements, si l'action est dialoguée ou pas, selon effectivement les sujets. Et donc là aussi... Et je sais que vous y êtes très attaché ici à Rezé, qui est concerné au regard des territoires. Quelle est la direction de la métropole qui a ça en charge, qui est maître d'ouvrage? Et puis ensuite, vous avez quels sont les élus pilotes, parce que de temps en temps, il faudra bien évidemment y travailler, ainsi que les dates prévisionnelles
Et donc, dans les colonnes suivies, l'état d'avancement et les commentaires éventuels. Voilà comment s'est construit le contrat territorial du pôle. Et puis, pour terminer sur cette rapide présentation, parce qu'on pourrait y passer quelques heures, simplement pour dire qu'effectivement, ce n'est pas une fin en soi. Je l'ai dit tout à l'heure, la démarche de dialogue, même si la dernière commission locale de pôle thématique s'est tenue, depuis, s'en est tenu d'autres. Et vous le voyez ici au travers les exemples de mars, avril et octobre dernier. Et puis d'autres sont encore en cours de préparation pour un rythme assez soutenu de commission locale de pôle, où j'invite bien évidemment tous les élus des communes à y participer activement. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre métropole. Voilà en quelques mots, Agnès, la présentation de ce document. Merci beaucoup, Jean-Claude. Avant de prendre des questions s'il y en a, je vais passer la parole à Martine Métayer. Merci, bonsoir à tous, bonsoir Jean-Claude. Comme vient de développer Jean-Claude Lemasson, les contrats territoriaux s'inscrivent, et cela est important pour nous, dans le pacte de gouvernance adopté par le Conseil métropolitain d'avril 2022. L'objectif de ces contrats est bien de croiser les besoins des territoires et les orientations stratégiques des politiques publiques métropolitaines dans une recherche de rééquilibrage entre territoires, puisque une des orientations fortes de notre pôle était l'équilibre entre le nord et le sud, et notamment l'emploi au sud, et surtout la prise en compte des spécificités locales. Au-delà de l'information, de la participation des élus territoriaux, parce qu'on aurait pu avoir une approche un peu descendante, cette démarche a favorisé la co-construction opérationnelle de la mise en œuvre concrète de politiques métropolitaines, et il permet ainsi de confronter ces dernières aux réalités des territoires. Donc la démarche proposée pour ces nouveaux contrats revêt plusieurs points importants à nos yeux. Elle permet tout d'abord une vision transversale des politiques publiques et met en avant leur complémentarité pour favoriser notamment un des enjeux essentiels pointés par le pôle dans le cadre de la fabrique de la ville, c'est la mixité des fonctions, ça a été dit tout à l'heure, pour permettre justement ce qu'on appelle aujourd'hui la ville du quart d'heure et favoriser à la fois l'habitat, le logement, le loisir, le travail sur un même territoire. Elle favorise aussi une vision globale de notre territoire du sud, du cadran sud-est en particulier, et a permis de travailler l'interdépendance de nos territoires plutôt que leurs oppositions. Et ça, c'était particulièrement intéressant. Enfin, même si la conclusion de ces contrats intervient plus de 2 ans après nos prises de fonction, leur construction a permis justement, à travers des échanges riches, une appropriation collective des politiques métropolitaines. En effet, à ce jour, les élus métropolitains, je vous le rappelle, ne sont pas élus au suffrage universel direct sur une liste dédiée à la métropole et avec un projet commun, mais sont fléchés sur les listes communales et ne partent pas avec ce projet commun. Eh bien, ça nous a permis, en tout cas, de construire la mise en œuvre opérationnelle, de mieux comprendre les politiques publiques, mais aussi à travers, et je pense que ça, Jean-Claude Lemasson l'a indiqué, à travers les discussions, de pouvoir aussi infléchir un certain nombre d'orientations et de les adapter au mieux à nos territoires. Donc ces contrats négociés constituent un guide d'action opérationnelle qui prennent en compte les spécificités des territoires, on l'a dit, mais ils ne sont pas figés. Ils pourront faire l'objet d'adaptations en cours de mandat et déjà on voit apparaître, notamment dans le contexte actuel, une nouvelle politique publique qu'on n'avait pas trop intégrée jusqu'à présent, qui est celle de la logistique urbaine et qui va sûrement très vite nous amener à retravailler certains pans de ce contrat. Merci. Merci. Alors, y a-t-il des questions, des interventions concernant ce contrat territorial entre la ville de Rezé et Nantes Métropole ? Non. Eh ben, Jean-Claude, tu as été parfaitement clair. Merci beaucoup. On va passer à la délibération numéro 3, sollicitation de subvention au Fonds de lutte contre le sans-abrisme métropolitain année 2022. Monsieur Loïc Chussot.
Chers collègues, permettez-moi en préambule de cette délibération de revenir sur quelques éléments de contexte. En 2017 et 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, avait déclaré « La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus avoir des femmes et des hommes dans les rues. » En 2022, sur le territoire français, ce sont plus de 300 000 personnes qui vivent à la rue, 2 fois plus qu'en 2012 et 3 fois plus qu'en 2001. Au niveau de la métropole nantaise, il est estimé à plus de 7 400 le nombre de ménages vivant ou ayant vécu dans la rue ou sur une courte ou longue période. À cela s'ajoutent plus de 2 500 personnes vivant en bidonville. Le constat est donc sans appel et on ne peut que déplorer l'échec du président Macron sur ce sujet. Un échec dû à un manque de volonté politique qui traduit un mépris pour celles et ceux qui n'ont plus les moyens de vivre dignement au quotidien. La mobilisation sociale d'aujourd'hui est un signe supplémentaire des difficultés rencontrées par beaucoup de Françaises et Français, difficultés qui risquent de s'amplifier au regard de réformes qui s'annoncent comme celle des retraites. Comme vous le savez, l'accès au logement devient de plus en plus difficile et ce sont les personnes les plus fragiles économiquement qui en pâtissent le plus. Logement social insuffisant sur de nombreuses communes qui ne respectent pas le taux de 25% sur leur territoire ou encore dispositifs d'accueil pour les personnes sans domicile, réfugiés ou demandeurs d'asile qui sont saturés, plongent de nombreuses personnes à la rue. Et comme pour de nombreuses politiques publiques, les collectivités locales font œuvre de volontarisme pour pallier les déficiences de l'État, alors même que leurs contraintes budgétaires s'amplifient d'année en année. En 2021, Nantes Métropole a décidé de créer le Fonds métropolitain de soutien de lutte contre le sans-abrisme et notre commune a décidé de prendre également sa part afin de poursuivre sa politique de résorption du sans-abrisme et des bidonvilles. Ainsi, en 2021, la ville de Rezé avait pu bénéficier d'une aide de 180 000 € avec notamment une subvention d'investissement de 40 000 € pour la rénovation de logements SAS. Pour l'année 2022, la ville de Rezé sollicite à nouveau la participation financière du Fonds métropolitain afin de poursuivre son action dans le cadre de 2 projets qui contribuent à l'hébergement et l'accompagnement de publics vulnérables. Tout d'abord, le premier projet qui concerne l'inclusion des ménages migrants européens de l'Est en logement temporaire. Donc, il s'agit d'un dispositif créé en 2021 pour proposer un hébergement intermédiaire entre l'emplacement des terrains d'insertion temporaire et le logement social afin de faciliter le parcours résidentiel des ménages. Ce sont des logements de la ville qui sont mis à disposition par voie de convention d'occupation précaire de 6 mois, renouvelables plusieurs fois en fonction de l'avancement de leur situation. Et les ménages participent évidemment financièrement à hauteur de 130 € par mois et prennent en charge les fluides. Actuellement, nous avons 4 ménages qui représentent 16 personnes qui bénéficient de ce dispositif, avec pour 2 ménages des perspectives de sortie vers le logement qui sont attendues courant 2023. D'ici le début de l'année prochaine, ce seront ainsi 9 logements au global qui seront occupés par des familles issues des terrains d'insertion, mis en place en 2017 sur la ville de Rezé. Ce projet est piloté globalement par la Direction des Solidarités, un dispositif qui comporte un volet de gestion locative assuré en régie au niveau de la ville et un volet d'accompagnement social qui est confié à l'association Saint-Benoît-Labre via un marché public. Le coût total du projet est évalué à 80 000 € et sur ce volet, la ville sollicite un montant de 55 750 € pour le fonctionnement de ce projet. Et puis le deuxième projet qui concerne la mise à l'abri de migrants hors Union européenne. Depuis 2018, la ville a créé jusqu'à une trentaine de places pour accueillir temporairement des personnes migrantes hors Union européenne qui étaient à la rue, notamment des jeunes majeurs et demandeurs d'asile, afin de leur permettre de se poser et de se projeter dans un parcours d'intégration. Les personnes sont accueillies en colocation à titre gratuit par voie de convention d'occupation précaire de 6 mois dans 5 appartements répartis en diffus dans la ville. Le pilote du dispositif, donc c'est la ville, a confié à l'association Une famille à un toit, UFUT 44, la gestion locative courante et l'accompagnement social global. Et un axe spécifique autour de la médiation en santé est assuré par l'association Les Forges Médiation. Actuellement, 15 personnes sont encore bénéficiaires de ce dispositif pour lequel la dynamique partenariale a été relancée afin de pouvoir favoriser et accélérer l'intégration durable des personnes dans des dispositifs de droit commun. Sur ce projet, le coût total du projet a été évalué à 140 000 € et la ville sollicite le fonds métropolitain à hauteur de 84 300 €. Merci Loïc. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération ? Non, je la soumets donc au vote. Qui est contre ?
Unanimité. Avant de passer à la délibération suivante, nous allons revenir au contrat territorial, puisque je n'ai pas soumis la délibération au vote. Donc, qui est contre le contrat territorial entre la ville de Rezé et Nantes Métropole? Donc, unanimité. Je vous remercie. Merci beaucoup. À qui s'abstient? Ah non. Merci beaucoup. Délibération numéro 4, avenant numéro 2 à la Convention Fonds d'aide aux jeunes. Les aides individuelles du Fonds d'aide aux jeunes sont financées par Nantes Métropole et les communes membres qui participent à titre volontariste au financement de ce fonds. Ce fonds a vocation à venir en aide aux jeunes de 18 à 24 ans, révolus sur le territoire métropolitain et qui connaissent des difficultés dans leur parcours d'insertion professionnelle et qui s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement. Elles prennent la forme d'aides financières qui sont temporaires pour faire face à des besoins ponctuels nécessaires à la poursuite du parcours d'insertion des jeunes, lorsque la solidarité familiale notamment ne peut jouer et que le parcours d'insertion est mis en péril. Ces aides sont subsidiaires, c'est-à-dire qu'elles doivent intervenir quand tous les dispositifs de droit commun ont été sollicités et se sont révélés inopérants ou insuffisants. Ces aides concernent des domaines tels que la subsistance, le logement, la recherche d'emploi, la mobilité, la formation, la scolarité. En 2021, pour Nantes Métropole, 1045 jeunes ont bénéficié d'une ou plusieurs aides financières pour un montant total de 345 558 €. Plus particulièrement sur Rezé, 94 dossiers ont été examinés pour 87 accords représentant 52 jeunes aidés, 63 demandes d'aide à la subsistance pour un montant total de 19 222 € accordés, soit à peu près 370 € en moyenne par jeune. L'appel de fonds pour la commune s'élève à 5 500 € pour couvrir la consommation 2022. Par décision en date du 26 août 2020, une convention a été conclue entre Nantes Métropole, le CCAS de Nantes et les 23 autres communes de la métropole dans le cadre du financement du fonds d'aide aux jeunes. Cette convention a été signée afin d'élargir l'accès du fonds d'aide aux jeunes dès 16 ans et d'augmenter le plafond de l'aide à la subsistance en urgence. Suite aux conséquences de la crise sanitaire, Nantes Métropole souhaite travailler sur une évaluation partagée du fonds d'aide aux jeunes afin de mesurer son impact et de voir s'il répond aux besoins identifiés sur le territoire pour le public ciblé. Dans un souci d'efficacité de gestion administrative, Nantes Métropole a donc souhaité modifier la durée de la convention à travers un avenant approuvé par délibération du Conseil métropolitain des 29 et 30 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 5, protocole d'accord transactionnel. Le 24 février 2016, M. Dominique Masson, qui était alors agent de la cuisine centrale, a été victime d'un accident de travail. Lors de la manipulation d'une sauteuse, la sécurité de l'appareil n'a pas fonctionné. Des projections bouillantes ont brûlé l'agent au corps et au visage. Il s'en est suivi des déclarations auprès des assurances et des expertises, dont la première a mis en avant le dysfonctionnement et le déréglage d'une soupape. Faute de solution amiable avec la société Corbet, en charge de la maintenance de la sauteuse, la ville a introduit une requête aux fins de constat le 29 juin 2016, puis une requête aux fins d'expertise le 22 juillet suivant. Les conclusions de l'expert désigné par l'ordonnance du tribunal administratif rendue le 21 avril 2017 énoncent clairement la responsabilité de la société de maintenance. Je le cite, le sinistre est dû à une conjonction de défauts avec une maintenance efficace. Ces défauts auraient pu être évités. Dans les clauses techniques, un certain nombre de contrôles sont préconisés. Et dans la documentation technique du fabricant est détaillé tous les contrôles à effectuer annuellement. Les comptes rendus des interventions de maintenance préventive et corrective sont succincts et ne permettent pas de savoir si tous les contrôles ont été effectués dans les règles de l'art. Parallèlement, M. Masson avait sollicité la tenue d'une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice. Le rapport de l'expert désigné par ordonnance du tribunal administratif a été rendu le 18 avril 2017 et expose les dommages physiques et psychologiques subis. M. Masson avait alors saisi le tribunal administratif de Nantes le 4 octobre 2018 d'une requête en fond visant à la condamnation de la ville en sa qualité d'employeur et a sollicité le versement de la somme de 44 088 € en réparation des préjudices subis du fait de cet accident de service. Par délibération date du 8 février 2019, le conseil municipal a accédé à la demande de M. Masson et procédé à un règlement amiable du litige en lui versant l'indemnité demandée via un protocole d'accord. En contrepartie, M. Masson s'est désisté
de sa demande introduite devant le tribunal administratif de Nantes. Et la ville de Rezé, désormais subrogée dans les droits de M. Masson, du fait de la signature de cet accord transactionnel, a saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de la société Corbet de réclamer le montant de 44 088 €. Par courrier en date du 21 avril dernier, l'avocat de la société Corbet et de son assureur Groupama nous indique accepter de transiger sur la somme afin de mettre fin à la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le protocole d'accord. Il est à noter que parallèlement, la ville a engagé la responsabilité de la société Corbet devant le tribunal administratif pour son préjudice propre, c'est-à-dire les frais médicaux et de remplacement de M. Masson, des frais juridiques et matériels. Et le jugement avait été rendu le 2 février dernier par le tribunal administratif qui a condamné la société à verser à la ville la somme de 141 281 €. Merci Loïc. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération ? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 6, Madame Claire Guilloux. Bonsoir. Alors, il s'agit en fait d'une modification d'une délibération numéro 91-2022 du 24 juin 2022 intitulée Saint-Martin, acquisition de parcelles appartenant à Madame Anne-Sophie Vanier. Car dans cette délibération, eh bien, le Conseil a approuvé l'acquisition d'un ensemble de parcelles d'une contenance totale de 7 283 mètres situées Saint-Martin et la Croix-Médard. Cette délibération donc, portait sur l'acquisition de plusieurs parcelles que vous voyez ici sur la photo au prix total de 15 000 €. Cependant, une erreur a été commise dans la désignation des parcelles à vendre. En effet, et là donc je vous dirai la bonne désignation des parcelles concernées, donc l'accord entre la ville et Madame Anne-Sophie Vanier porte sur les parcelles suivantes: AH 324, AH 554, AH 495, AH 427, je vous dis uniquement les numéros, le nom des parcelles commençant par AH, 470, 407, 372, 423, 390, 550, 366, 556 et 435. Donc sur les parcelles situées en zone NN, c'est-à-dire un espace naturel en protection archéologique, un emplacement réservé figure au profit de la ville. La collectivité étant déjà propriétaire de plusieurs parcelles sur le secteur de la Croix-Médard et de Saint-Martin, l'acquisition de ces nouvelles parcelles est une opportunité pour consolider le maintien d'espaces végétalisés de la ville. Alors, en ce qui concerne la valeur vénale des parcelles, le prix total de 15 000 € peut être ventilé de la manière suivante en tenant compte du zonage des différentes parcelles. Pour les parcelles figurant en zone NN, il est évalué à 1,22 € le mètre carré, soit un prix total de 8 690,06 €. Et pour les parcelles figurant en zone UMD1, un total de 6 309,94 €, soit un total de 15 000 € net et sans taxes honoraires d'agence inclus. Afin de corriger l'erreur matérielle figurant dans la désignation des parcelles visées donc dans la délibération du 24 juin 2022, il y a lieu de présenter une délibération modificative. Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l'acquisition de ces parcelles au prix de 15 000 €. Merci Claire. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 7, Madame Claire Guilloux. Merci. Donc, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, la société Enedis a réalisé des travaux de passage d'une ligne électrique souterraine basse tension sur la parcelle communale cadastrée, section BM numéro 489, Les Brosses. Cette servitude conduit notamment à reconnaître à Enedis le droit d'établir à demeure dans une bande de 1 mètre de largeur
une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 6 mètres, ainsi que ses accessoires. Cette servitude est consentie à titre gratuit et la convention sera réitérée par acte authentique afin d'être opposable aux tiers. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter la régularisation de cette servitude sur la parcelle communale cadastrée section BM numéro 489 et d'autoriser la signature d'une convention de servitude au profit d'Enedis. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 8 de Monsieur Jean-Christophe Faes. Merci. Il vous est proposé aujourd'hui de la création d'un conseil des droits et devoirs des familles. Il s'agit d'ajouter un outil supplémentaire à ceux dont dispose la ville dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance des jeunes. Le conseil des droits et devoirs des familles a pour fonction de recommander, de conseiller, d'aider et d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants, notamment quand ceux-ci sont impliqués dans des actes de délinquance. C'est donc avant tout une instance de dialogue qui aura une fonction d'assistance aux familles en difficulté avec leurs enfants pour prolonger les actions de soutien à la fonction parentale déjà existantes. Ce conseil est présidé par la maire ou son représentant. La loi ne fixe pas de composition fixe, donc seront invités en fonction des situations à traiter, évidemment des services de l'État, que ce soit les services de la cohésion sociale ou de l'éducation nationale par exemple, de la justice, de la ville de Rezé ou du département. Le CDDF n'a pas pour vocation à se réunir de manière régulière. Il s'agit de pouvoir le mobiliser sur des situations individuelles pour permettre de réunir tous les partenaires nécessaires, et notamment ceux que l'on peut avoir du mal à réunir dans d'autres instances. Le CDDF est donc amené à s'y réunir de manière ponctuelle. Il devra pouvoir proposer des réponses graduées à des situations identifiées. Il vous est donc demandé à la fois d'approuver la création de ce Conseil des droits et devoirs des familles et d'autoriser la maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 9, Madame Nathalie Font. Bonsoir. Pacte financier métropolitain de solidarité, adoption du montant révisé de l'attribution de compensation 2022. Cette délibération a pour objet d'adopter le montant révisé de l'attribution de compensation 2022. Depuis 2001, les communes de la métropole nantaise perçoivent une dotation de Nantes Métropole, l'attribution de compensation, suite aux différents transferts de compétences entre les communes et l'intercommunalité. Ces attributions de compensation ont été définies aussi en regard des montants de taxes professionnelles que les communes percevaient avant la création de l'intercommunalité. La ville de Rezé, de par une plus faible taxe professionnelle originelle, perçoit donc encore aujourd'hui une attribution de compensation plus faible que certaines communes de strate égale, les critères n'ayant pas changé depuis 2001. Il serait intéressant à l'avenir que ces critères puissent être évolutifs, au regard du développement actuel des communes, pour rééquilibrer la balance en faveur des communes les moins bien dotées. Aujourd'hui, cette dotation ne peut évoluer qu'en cas de transfert de compétences entre collectivités. C'est pourquoi, en 2021, la Commission d'évaluation des transferts de charges, la CLECT, de Nantes Métropole, a approuvé le rapport ayant pour objet d'évaluer, d'une part, les charges liées au transfert de la compétence en matière de terrains familiaux locatifs, et d'autre part, les dépenses d'entretien des espaces verts, d'abord de voirie. La validation des travaux de la CLECT a permis de prendre en compte le remboursement de ces coûts d'entretien dans les attributions de compensation. Le Conseil métropolitain du 24 mars 2022 a ensuite approuvé les montants de ces attributions de compensation allouées aux communes membres à compter du 1er janvier 2022, résultant de ce rapport de la CLECT. Conformément à l'article 1609 noni CV 1 bis, une fois les montants de révision de l'attribution de compensation ci-dessus adoptés par le Conseil métropolitain, chaque commune délibère à la majorité simple sur le montant révisé de l'attribution de compensation la concernant
et résultant du rapport de la CLECT du 26 novembre 2021. Il vous est donc demandé d'approuver les modalités de révision des attributions de compensation et d'approuver le montant d'attribution de compensation résultant de la mise en œuvre de ces modalités pour la commune de Rezé pour 2022, soit 5 923 125,44 €. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 10, Madame Nathalie Font. Convention financière entre le SDIS 44 et la ville relative à la mise en œuvre et à la gestion du centre de vaccination de la Trocardière en 2022. Le décret numéro 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets numéro 2020-1562 du 16 octobre 2020 et numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a donné la possibilité pour les préfets de département d'ouvrir des centres de vaccination pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Dans ce cadre, l'ARS Pays de la Loire, en collaboration avec le préfet de Loire-Atlantique, a décidé la mise en œuvre d'un centre de vaccination à grande capacité, 1000 vaccins jour, en retenant la salle de la Trocardière proposée par la ville de Rezé pour une nouvelle campagne de vaccination à compter de janvier 2022. Le pilotage du dispositif a été confié au SDIS 44 par le préfet et placé sous son autorité. Celui-ci était, en lien avec l'ARS, en charge de la qualification des besoins, de l'organisation du dispositif et de la remontée des difficultés rencontrées et des actions effectuées. Le SDIS 44 a donc géré la mise en œuvre et le fonctionnement du centre de vaccination de la Trocardière. Le centre de la Trocardière a ouvert le 11 janvier 2022. Sa fermeture a été actée au 29 janvier 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention ayant pour objet de définir les modalités de remboursement à la ville des dépenses effectuées pour le compte du SDIS dans le cadre de la mise en place du centre de vaccination de la Trocardière 2022. Elles comprennent la logistique, la sécurité, le fonctionnement de la salle et les dépenses de personnel. La participation à verser par le SDIS à la ville de Rezé est ainsi arrêtée à la somme de 22 000 €. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Monsieur Roland Bouillet. Oui, merci Madame la maire. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid, par deux fois, la première du 27 avril 2021 au 31 juillet 2021, la seconde du 11 janvier 2022 du 11 janvier 2022 au 29 janvier 2022, un centre de vaccination de grande capacité a été installé dans la salle de la Trocardière, à la demande du préfet de Loire-Atlantique et de l'Agence régionale de santé, et piloté par le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique. Ces installations répondaient à des attentes fortes exprimées par la mairie de Rezé pour offrir des créneaux de vaccination significatifs, 1000 injections jour, à la population de Rezé, à la population rozéenne, mais aussi à la population du Sud-Loire. Aujourd'hui, ce soir, je tiens au nom de la collectivité à exprimer nos remerciements à tous les acteurs qui ont permis un fonctionnement optimum de ce centre. Tout d'abord, à nos cadres et à nos agents de la mairie qui, dans l'urgence, ont permis l'installation du dispositif. Je parle en particulier de tous les agents du centre technique de maintenance, la logistique qui a été nécessaire de mobiliser pour permettre l'ouverture de ce centre. Je parle également des remerciements à ceux et à celles qui ont contribué aux tâches administratives quotidiennes du centre. Remerciements également aux différents professionnels de santé qui se sont mobilisés pour mener à bien les opérations de vaccination. Et également remerciements, bien sûr, au SDIS 44 qui a piloté le centre. L'engagement et le professionnalisme des personnels du SDIS a été unanimement reconnu. Nous les en remercions une nouvelle fois. Pour rappel, le SDIS 44
En 2019, c'est 72 000 interventions dans l'année. C'est plus de 1200 appels par jour au centre de traitement des alertes 112 ou 18. Et c'est également cet été, une très forte mobilisation, une très forte sollicitation des sapeurs-pompiers pour remédier aux différents incendies qui se sont déclarés sur le territoire, en lien avec la sécheresse importante que nous avons vécue et que nous continuons à vivre actuellement. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions concernant cette délibération? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 11, Madame Cécilia Burgot. Merci Madame la maire. Les élections professionnelles auront lieu du 1er au 8 décembre 2022 au sein de la mairie de Rezé pour désigner les représentants du personnel des 3 versants de la fonction publique, catégorie A, B et C. Conformément à l'article 9 du décret 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale, la composition des bureaux de vote est fixée pour chaque scrutin en conseil municipal par délibération. Vous trouverez ces compositions au sein de la présente délibération et le conseil municipal est invité à se prononcer et à désigner les membres des bureaux de vote électroniques concernés par le renouvellement de leurs membres. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 12, Madame Cécilia Burgot. Le conseil municipal et le conseil d'administration du CCAS ont décidé de développer l'activité des services de soins à domicile et d'aide à domicile, communément appelés SAD et SIAD. Pour ce faire, l'augmentation du travail le week-end, avec des rotations pouvant aller jusqu'à 1 week-end sur 4, sont instaurées. Afin de valoriser ce travail du dimanche ou des jours fériés, il est donc proposé au conseil municipal d'instaurer, à compter du 1er octobre 2022, l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire et sociale, prévue par 2 décrets de janvier 1992 et d'août 2018. Je vous invite donc à vous prononcer. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 13, Madame Cécilia Burgot. L'article 110 de la loi 84-53 de janvier 1984, modifié, portant statut de la fonction publique territoriale, permet au conseil municipal de décider du nombre de collaborateurs de cabinet en fonction de la strate démographique de la collectivité. Rezé peut en compter maximum 3. Le récent départ au cabinet des élus de la conseillère technique a donné lieu à une procédure de recrutement en cours. La présente délibération propose de changer l'intitulé du poste en emploi de directeur adjoint de cabinet. L'enveloppe fixée à cet effet le 25 mars 2022 reste inchangée. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 14, Madame Cécilia Burgot. La ville de Rezé, comme l'ensemble des collectivités, a recours au recrutement des vacataires qui correspondent aux besoins de la collectivité, de recruter des agents pour réaliser des actes déterminés, des besoins ne correspondant pas à des besoins permanents, et la rémunération est attachée alors à l'acte. La présente délibération est destinée à compléter et remplacer la délibération en date du 16 décembre 2021 relative à la rémunération des vacations, notamment en ce qui concerne les vacations du médecin de crèche et des agents recenseurs. Je vous invite donc à en délibérer. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 15, Madame Cécilia Burgot. Dernière délibération de ce soir avec la traditionnelle mise à jour du tableau des effectifs.
La mise à jour régulière du tableau des effectifs répond aux besoins et à l'évolution de l'organisation des activités des services. Chaque vacance ou création de poste donne lieu à une réflexion dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Je vous invite donc à vous prononcer sur cette modification. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 16, Madame Martine Métayer. Merci. Nous avons déjà eu l'occasion de nous prononcer sur cette délibération, enfin sur le renouvellement de notre contribution au FSL. Cette délibération, elle fixe les conditions de participation financière de la ville au FSL métropolitain. Pour mémoire, le FSL est issu de la loi Besson. Il est obligatoire dans tous les départements et il permet à la fois l'accès au logement et le maintien dans les lieux à travers différentes aides telles la prise en charge du premier mois de loyer, l'aide à l'installation, l'aide au paiement de factures de fluides, en particulier énergétiques. La loi fixe un cadre d'intervention des fonds, puis chaque FSL définit les conditions d'accessibilité, les bénéficiaires et les niveaux d'aide. Pour rappel, le transfert du FSL du département vers Nantes Métropole pour le territoire métropolitain date de 2017 suite à la loi NOTRe. Il est dès lors financé par Nantes Métropole, la CAF notamment, et puis les contributions volontaires des communes, donc sur lesquelles nous sommes amenés à nous prononcer ce soir en termes de renouvellement et en termes de montant. Juste quelques mots peut-être sur la plus-value que nous a apporté ce transfert du département vers la métropole. Tout d'abord, en ce qui concerne les objectifs, il s'agissait d'un objectif de passer d'une politique de distribution d'aide assez resserrée, qui s'était même fortement resserrée ces dernières années, sans évaluation des situations sociales, vers une politique de l'aller vers, avec une dimension de prévention beaucoup plus importante. Par ailleurs, le travail partenarial a été développé dans ce cadre avec des associations et les CCAS pour définir les nouveaux besoins pouvant être pris en charge par le FSL. Et puis, c'est l'aboutissement à un nouveau règlement intérieur voté en décembre 2019 qui a permis notamment donc, les évolutions suivantes. Le relèvement des plafonds d'accessibilité aux aides pour ce qui concerne l'eau, l'énergie et les impayés de loyer, l'augmentation du montant des aides pour mieux couvrir le montant des impayés, la mise en place d'un accès direct pour les aides concernant l'eau et l'énergie sans passer par un travailleur social et la mise en place de critères de vulnérabilité, santé, violence, rupture de parcours, qui permettent de déroger au plafond du règlement pour intervenir en direction d'un public non éligible auparavant, mais particulièrement sensible. Donc, ces évolutions font l'objet de façon assez régulière, tous les 3 mois à peu près, de groupes techniques de suivi pour continuer à faire évoluer le dispositif. Donc, vous avez en information dans le corps de la délibération la typologie des aides accordées aux Reuséens en 2021 ainsi que celle des bénéficiaires. Et ce qu'il nous est proposé ce soir, c'est le renouvellement de l'adhésion de Rezé au FSL métropolitain ainsi que le versement de la contribution financière forfaitaire de 25 687 €. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Oui, Maxime. Merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Nous voterons bien évidemment cette contribution car elle permet de soutenir des familles en grande difficulté sociale et financière. Nous sommes cependant un peu surpris que le montant de la participation reste depuis au moins 4 ans autour des 25 000 €. C'est, on pense, très peu face à l'augmentation de la précarité énergétique des ménages qui va probablement malheureusement exploser dans les temps à venir. On peut s'attendre à une hausse de la contribution de Rezé ces prochaines années dans la suite de ça, au même titre qu'une hausse des dépenses énergétiques de la ville. Sauf à réduire le nombre de bénéficiaires, il nous semble alors important d'anticiper ces hausses futures de besoins. Par ailleurs, le Fonds de solidarité logement, c'est un outil essentiellement curatif, car il vient pallier aux impayés des familles. Un versant préventif peut se trouver dans le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, ou SLIM.
Ce service permet d'organiser des visites à domicile gratuites avec un professionnel pour donner des conseils en matière de maîtrise énergétique aux ménages les plus précaires. Ce SLIM, il est également porté par la métropole qui conventionne, elle, pour ça, depuis plusieurs années, la CLER, qui est le concepteur et garant du dispositif au niveau national. On pense que c'est ici une très bonne initiative, sauf que pour le moment, ce SLIM de la métropole, il est, on pense, très sous-dimensionné par rapport à l'enjeu. En effet, d'un côté, on peut estimer les besoins, et la DREEL l'a fait en 2015, à environ 9% des ménages de la métropole qui, à l'époque, étaient déjà, et donc avant l'explosion actuelle des prix de l'énergie, en situation de vulnérabilité énergétique sur leur logement, soit environ 30 000 ménages à l'échelle de la métropole. Si on rapporte cette même proportion à Rezé, ça fait à peu près 1800 ménages. De l'autre côté, les résultats du SLIM sur son site nous apprennent qu'en 2021, le nombre de ménages qu'il a accompagnés à Nantes Métropole, c'était 248 seulement. Il faut donc sur ce point passer à la vitesse supérieure, et pour ça, pas de miracle, il faudra des moyens humains, c'est-à-dire notamment des moyens budgétaires. Pour toute la métropole de Nantes, le budget 2021 du SLIM était aux alentours de 280 000 €. Ça nous semble très sous-dimensionné. Pour sa part, la ville de Rezé, elle perçoit, via la taxe sur la consommation finale de l'électricité, plus de 600 000 € par an de recettes. Alors ce soir, on réitère une proposition qu'on a déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois ces dernières années. On propose qu'une partie significative de cette taxe que perçoit la ville soit affectée à la prévention de la précarité énergétique des ménages de Rezé, selon des modalités qu'il faudrait évidemment discuter avec la métropole. Et bien évidemment, et pour conclure, il faudrait aussi, en parallèle, communiquer davantage sur ces dispositifs comme le SLIM, car qui en connaît l'existence aujourd'hui? Pas grand monde, je pense. Dans ce domaine, comme dans d'autres de l'action sociale, le non-recours aux aides reste hélas massif. Je vous remercie. Martine ? Juste quelques réponses concernant la contribution de Rezé. Elle est fixée par des critères métropolitains qu'il conviendra sans doute de faire évoluer, mais qui concernent notamment le nombre, enfin la population en fait de Rezé et puis le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, ces critères, ils sont définis. Il explique pourquoi, a priori, donc ça n'a pas bougé. Pour ce qui concerne les propositions, c'est dommage qu'on n'en ait pas discuté en commission, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, il existe d'autres fonds au niveau de la métropole. Le FSL, il a effectivement une vocation qui est plutôt curative que préventive dès son origine. Mais il a quand même pour vocation, et je l'ai dit en amont, c'est ce qu'a fait évoluer le FSL métropolitain en tout cas, un accompagnement des ménages et de travailler sur la prévention. C'est peut-être le lien entre les différents fonds métropolitains, en effet, qu'il faudrait travailler et peut-être de les rendre plus visibles. On est tout à fait d'accord sur cet aspect. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 17, Madame Agnès Cabaret-Martinet. Bonsoir Madame la maire, bonsoir toutes et tous. Une délibération qui concerne l'aide à l'achat de récupérateurs d'eau. Comme l'a exposé Madame la maire en introduction, nous sommes entrés dans une période de transition énergétique et transition dans la gestion des ressources naturelles. L'été 2022 a été marqué par de très fortes chaleurs accompagnées d'une sécheresse sévère que l'on risque de connaître de manière récurrente dans le futur en raison du dérèglement climatique. Le département de la Loire-Atlantique a été en restriction d'eau tout l'été et ce dès le mois de mai. Cependant, certaines masses d'eau, telles que les eaux pluviales collectées et stockées dans des aménagements réguliers, ne sont pas concernées par les mesures de limitation et d'interdiction. L'usage d'un récupérateur d'eau de pluie permet de réduire de manière conséquente la facture d'eau d'un foyer. Avec une seule cuve de récupération, il est possible de gérer simplement l'arrosage d'un jardin et donc d'économiser sur les factures d'eau, ce qui fait de cet équipement un investissement réellement utile. En prévision des restrictions d'eau et de sécheresse à venir,
Et afin de correspondre aux objectifs 6 et 12 de développement durable, il est indispensable de généraliser l'achat de récupérateurs d'eau. La ville veut, en cette fin d'année 2022, mettre en place une aide financière à destination des Reuséens afin de les aider à investir dans des récupérateurs d'eau. Cette action souligne la préoccupation de la ville vis-à-vis des enjeux de gestion de l'eau et son souhait d'aider les Reuséens à entretenir leur culture en contribuant à la ville nature. Chaque habitant candidat au dispositif pourra remplir un formulaire de participation en y joignant sa facture du récupérateur acheté. Afin d'encourager le plus grand nombre à s'équiper, la ville financera 50% du coût du récupérateur dans une limite de 120 €. Les factures devront être fournies avant la fin du mois de novembre, afin que la ville puisse utiliser les fonds de subvention sur le budget 2022. Les factures émises entre le 15 août et le 30 novembre seront acceptées. Le budget total du service animation des transitions pour cette opération est de 7 000 €. Après l'aide à l'achat pour les arbres l'année dernière, il s'agit de la première aide de ce type mise en place sur la commune. Les dossiers seront analysés au fur et à mesure. Une fois le budget épuisé, l'opération prendra fin. Cette aide budgétée sur l'année 2022 se décline sur le dernier trimestre. Cependant, afin d'informer au mieux, un article va être mis en ligne dans la rubrique Actualité sur le site internet de la ville. Et dans cet article, les habitants auront accès au formulaire de demande d'aide à l'achat. Alors j'ajoute que ce formulaire est également, on peut également se le procurer à la Maison des Transitions, qui était anciennement la Maison du Dédé, service animation des transitions, qui peut fournir ce formulaire pour les personnes qui n'auraient pas d'accès à Internet. Ce récupérateur d'eau, acheté par les particuliers, devra être installé sur un terrain privé de la commune de Rezé. Donc, une publication sur le site de la ville, qui va être faite dès demain ou après-demain, pour le début du mois d'octobre, un article dans le Rezé mensuel du numéro d'octobre, et donc un délai jusqu'à la fin du mois de novembre pour adresser les pièces demandées. Le règlement des factures se fera avant la fin de l'année 2022. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Oui. Face à une problématique qui, d'après les experts, s'accentue dans les années à venir, nous voterons bien évidemment pour cette proposition. Grâce à ces nouveaux récupérateurs, l'eau de pluie récoltée sur les toits ira alors vers les végétaux. C'est déjà une avancée. Mais nous savons qu'en cas d'orage, l'effet cumulé des récupérateurs d'eau, quel que soit leur nombre sur le territoire, est malheureusement négligeable sur la saturation des réseaux d'assainissement. Cette proposition va dans le bon sens et il nous semble qu'il faudra multiplier ces initiatives de préservation de la ressource hydrique. Mais surtout, il faudrait changer d'échelle. Après les récupérateurs d'eau extérieurs, pourquoi ne pas envisager des aides pour les récupérateurs enterrés qui ont de plus grandes capacités et permettent de nouveaux usages, toilettes, machines à laver, etc. Par ailleurs, la ville va-t-elle accentuer elle aussi sa récupération d'eau de pluie? Va-t-elle accentuer la chasse au gaspillage de l'eau de ville dans les bâtiments municipaux? Pousse-t-elle notre métropole à revoir sa politique de gestion des eaux usées traitées pour les rediriger vers un usage agricole? Enfin, peut-être faudra-t-il tendre plus globalement à une limitation des surconsommations d'eau de ville par l'instauration d'une tarification progressive des mètres cubes consommés. Pour RAGT, cette question de l'eau, qu'elle soit de pluie ou de ville, pourrait être au cœur d'une réflexion municipale et citoyenne de grande ampleur. Pourquoi pas une réunion publique sur la question ?
Merci. Jean-Louis. Merci Madame la maire. Alors, effectivement, ça tombe bien puisqu'on va vous répondre. Bonsoir. Donc, si le projet sur les récupérateurs d'eau est important, il est avant tout symbolique. En effet, ce projet ne va pas à lui seul résoudre tous les problèmes liés à l'eau que l'on connaît et qui ne sont que des prémices. Mais cela permet aux Reuséens et Reuséennes qui le souhaitent d'utiliser de l'eau de pluie, donc non potable, pour le jardin et d'alléger ainsi leurs factures. Ce principe va également favoriser le maintien d'une certaine humidité des terres. Depuis les années 50, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, tous les travaux hydrauliques réalisés ont eu pour but d'évacuer au maximum et dans un temps record les eaux issues des précipitations. Création de fossés rectilignes d'évacuation, remembrement, remblaiement des zones humides, drainage, imperméabilisation des sols, réseau d'eau pluviale, etc. Mais aussi en parallèle, remblaiement ou busage des fossés de certains cours d'eau, réduction des lits majeurs, tout ceci afin de pouvoir développer une certaine agriculture et étaler les villes et autres métropoles. Vous allez sans doute me dire que cela n'a pas réellement d'impact puisque l'eau se retrouve dans les fleuves et rivières et que le cycle de l'eau est ainsi respecté. À ceci près que, dans ce schéma simplifié, la grande absente est la nappe phréatique. Les aquifères sont une étape importante dans le cycle de l'eau, puisqu'ils constituent naturellement des réserves plus ou moins importantes, plus ou moins fragiles. Quelles que soient les saisons, ces eaux souterraines vont alimenter en continu les fleuves et rivières et limiter ainsi des niveaux très bas, notamment en période estivale. Si cet été a été très chaud par rapport aux années précédentes, nous sommes pratiquement à la 4e année consécutive de sécheresse depuis 2019. L'ampleur de cette sécheresse est accentuée par des températures relativement élevées et par un niveau de l'aquifère relativement bas depuis 1 an environ. Absence de pluie, je le rappelle, en automne 2021 et en février et mars 2022 principalement. Le cumul d'absence de pluie et ou avec des régimes pluviométriques qui changent, des imperméabilisations et du système d'évacuation des eaux pluviales vont accentuer la baisse notable des nappes phréatiques. Pour ces raisons, et depuis le printemps dernier, un travail de réflexion est mené. Les différents services concernés, principalement les services environnement avec le SEV, le sport, bâti et urbain, travaillent ensemble et de manière transversale sur cette problématique évoquée sur les aspects techniques en premier lieu. Voici quelques pistes de réflexion, listes non exhaustives qui sont étudiées et travaillées. Connaître un peu mieux déjà les nappes phréatiques et leur comportement sur l'ensemble de la commune de Rezé, avec un recensement des puits pour connaître de manière régulière les niveaux d'eau de la nappe. La réutilisation des eaux de purge de la piscine de Rezé et questionnement sur la patinoire et la future piscine olympique métropolitaine, sans qu'elle ne soit évacuée dans les réseaux d'eau usée. Ces réflexions sont menées dans d'autres villes. La ville de Niort, par exemple, devrait utiliser ces eaux d'ici peu. La création de zones d'infiltration sur des terrains afin d'alimenter la nappe phréatique de manière pérenne, limiter l'utilisation de l'eau potable lorsque l'on peut utiliser des eaux non traitées, donc les eaux de pluie, pour les arrosages et nettoyages par exemple, avec la mise en place de récupérateurs d'eau plus importants. Revoir également la manière de cette utilisation, du goutte à goutte, utilisation de plantes moins gourmandes en eau. Concertation avec les promoteurs immobiliers et pour les nouveaux projets de maisons individuelles pour intégrer dans les nouvelles constructions des réseaux internes pour la récupération des eaux de pluie, mais également des eaux grises. Accentuer la désimperméabilisation des espaces publics pour favoriser les infiltrations des eaux, comme ce qu'il se fait dans de nombreuses villes, dont la ville de Caen, qui est assez avancée à ce niveau-là. À ce sujet, notre protocole sur l'urbanisme, je le rappelle, mentionne un maintien de pleine terre de 50% pour la végétation, mais également pour les infiltrations. Nous souhaitons également que les particuliers prennent conscience que les imperméabilisations chez eux, essentiellement avec de l'enrobé, accentuent cet effet. Un autre axe, enfin, est à considérer également. Certains parlent de sobriété. Il faut revoir notre zone de confort en prenant conscience que l'eau est une denrée rare, même si c'est facile d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Il en est de même en ce qui concerne les sources d'énergie d'ailleurs. Il faut que chacun d'entre nous revoie son comportement sur la manière de consommer, éviter tout simplement le gaspillage. C'est une affaire de tous. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 18, Madame Agnès Cabaret-Martinet.
Révision de la tarification et des conventions concernant les jardins familiaux. Les jardins familiaux sont des parcelles de terrain mises à disposition des Reuséennes et des Reuséens pour la culture potagère. Les premières parcelles de jardins familiaux ont été attribuées dans les années 2000. Depuis, leur nombre ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, il existe environ 140 parcelles de jardins familiaux, répartis sur 12 sites différents à travers la ville. Cela représente 12 984 m² de parcelles de jardin, avec une taille moyenne de 87 m², entre 15 m² et 170 m². Le développement des jardins familiaux contribue au développement de la ville nature en permettant l'augmentation de la végétation en ville. Il constitue l'un des axes de développement de l'agriculture urbaine du projet de mandat. Les jardins familiaux permettent également aux familles attributaires de bénéficier, grâce à leur savoir-faire, de leur créativité, d'une alimentation plus saine et mieux équilibrée, dans des conditions économiques intéressantes et une responsabilisation individuelle. Depuis quelques années, et en particulier depuis l'année 2020, on constate un grand besoin d'extérieur et une volonté de cultiver ses propres légumes, afin d'avoir une production en direct et de qualité dans les zones urbanisées. Les demandes d'inscription pour bénéficier d'une parcelle familiale sont donc très nombreuses. Les jardins familiaux de Rezé sont un vecteur de lien social car ils favorisent le partage d'expériences et d'initiatives, la solidarité entre les générations et la mixité sociale. Actuellement, la tarification des parcelles de jardins familiaux est assez complexe et varie d'une parcelle à l'autre, d'un secteur à l'autre, y compris sur un même secteur, sans motif compréhensible pour l'usager. Afin de gagner en lisibilité, transparence et équité, il paraît nécessaire de procéder à la mise en place d'un tarif unique, basé sur un prix au mètre carré pour l'ensemble des parcelles de jardin du territoire reuséen. Par ailleurs, le nombre d'inscriptions sur la liste d'attente est très élevé, environ 260 demandes, et il est en constante augmentation. Certaines personnes sont sur liste d'attente depuis 4 voire 5 ans. Pour répondre au mieux à ces nombreuses demandes, il est important de travailler sur l'augmentation du nombre de parcelles et d'en faciliter l'attribution en améliorant l'efficacité de reprise et de réattribution. Cette année, il y a eu 14 nouvelles attributions en 2022 et 21 sont prévues en attente de signature de la nouvelle convention d'ici la fin de l'année. Sur la base, je passe ce petit passage, excusez-moi. Concernant la tarification, la volonté est de parvenir à un tarif cohérent, unique, au mètre carré pour toutes les parcelles de la commune. Actuellement, les tarifs varient en effet entre 0,20 centimes, 20 euros, pardon, et 0,90 euros du mètre carré, entre 20 centimes et 90 centimes du mètre carré. Ce nouveau tarif doit intégrer la consommation d'eau des occupants présents sur les parcelles et tenir compte de la valeur des terres agricoles. Aujourd'hui, le coût d'achat d'un terrain agricole est de 1,22 euros au mètre carré. Il est proposé de fixer un tarif de 0,60 euros au mètre carré pour le calcul de la redevance annuelle, en indiquant que ce tarif pourra être évalué à la hausse en fonction des consommations d'eau. Ce tarif permet à la fois de limiter les baisses et hausses trop importantes pour les usagers et de conforter les recettes pour la ville. En 2021, 7 142 euros ont été collectés et nous évaluons à 9 000 euros les sommes collectées en 2023, avec l'augmentation du nombre de parcelles. La redevance sera due chaque mois d'avril pour l'année en cours. Les jardiniers pourront ainsi résilier leur convention avant la fin du mois de février pour ne pas avoir à payer la redevance de l'année en cours, éventuellement. Dans le cas contraire, l'année commencée est due. Cette règle sera fixée afin de permettre une réattribution des parcelles rendues dès le début de la saison de jardinage.
Lorsqu'une parcelle sera retenue par un jardinier, il devra donc payer la redevance même s'il ne l'exploite pas. Cela incitera les occupants qui ne souhaitent plus jardiner à rendre leur parcelle avant le début de la saison de jardinage, afin que quelqu'un d'autre puisse en profiter pleinement. Une charte annexée à la note sera dorénavant affichée sur chaque site de jardins familiaux afin que les règles de fonctionnement des jardins indiquées en partie dans la Convention soient explicitement rappelées sur place. Afin de remédier au nombre important d'inscrits sur les listes d'attente, comme nous l'avons dit depuis plusieurs années, plusieurs pistes sont envisageables. Le modèle de convention a déjà été adapté en 2022 pour permettre à la ville de récupérer plus rapidement, en un mois environ, des parcelles non entretenues et de les réattribuer avant qu'elles ne s'enfrichent de nouveau. Un nouveau paragraphe précise également qu'en cas de non-paiement de la redevance, de non-respect des articles cités et en cas de décès, la convention sera résiliée de plein droit. L'autre option est de ne plus proposer de grandes parcelles et de les diviser au-dessus de 100 mètres carrés pour en créer de nouvelles. Ainsi, lorsque nous recevrons des résiliations pour des parcelles d'une surface supérieure à 100 mètres carrés, celles-ci seront automatiquement divisées en deux afin d'augmenter le nombre de parcelles. Cela permettra de répondre plus facilement à la demande. Le travail de mise à jour des tarifs entraînera une modification de toutes les conventions. Cela permettra de mettre à jour les conventions en cours en y intégrant les nouvelles clauses de résiliation. Une réunion d'information aura lieu pour les occupants des parcelles d'ici la fin de l'année 2022 et une note sera transmise aux occupants n'ayant pas pu assister à cette réunion. Cela permettra de communiquer aux jardiniers la nouvelle tarification qui sera appliquée à partir de l'année prochaine. Il sera également précisé que suite à cette modification des tarifs, de nouvelles conventions devront être signées sur les mois de février-mars 2023. Le contexte actuel d'attente de nouvelles parcelles individuelles et les nouvelles clauses de résiliation seront également expliquées. Les jardiniers attributaires qui ne souhaiteraient pas poursuivre leur activité de jardinage suite à la mise en place des nouvelles dispositions pourront le faire savoir avant la fin du mois de février 2023. La nouvelle charte ainsi que le nouveau modèle de convention sont annexés dans les documents que vous avez reçus. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau tarif de location et le nouveau modèle de convention. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 19, Monsieur Anas Kabaj. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération concerne le groupement de commandes, fourniture et acheminement d'électricité, de gaz et services associés. Lancement d'appel d'offres ouvert pour la conclusion d'accords cadres. En préambule à cette délibération, je voudrais rappeler quelques éléments. Depuis le début de la crise, février 2022, les factures énergétiques des Reuséens, des Reuséennes et de la ville de Rezé n'ont cessé de s'envoler. Le prix de gros de l'électricité sur les marchés dépasse parfois les 1 000 € le mégawatt pour les achats de 2023, soit 12 fois plus que 2022. En 2022, avant la crise, il était aux alentours de 85 €. Dans ce contexte tendu, nous avons réussi à contenir jusque-là ces augmentations grâce à plusieurs actions. Tout d'abord, des économies d'énergie dues aux rénovations de nos équipements. J'en profite pour remercier les services ainsi que mes collègues élus qui n'ont cessé d'œuvrer dans ce sens, et aussi grâce à ce groupement de commandes. En effet, en 2017, la commune de Rezé a fait le choix d'adhérer au groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'électricité, de gaz et services associés. La convention de 2017, formalisant cette adhésion, est passée avec Nantes Métropole, indiquer les besoins propres de la ville de Rezé.
Les volumes indiqués dans cette convention ne correspondent plus à la réalité et ne sont plus en adéquation avec les tarifs des marchés actuels. Il est par conséquent nécessaire de les actualiser afin de maintenir la commune dans le groupement de commandes. Ces marchés arrivent à échéance au 31 décembre 2023 pour le gaz et au 31 décembre 2024 pour l'électricité. Un groupe de travail avec les communes de la métropole prépare actuellement la consultation afin de relancer ces marchés de fourniture. Dans ce contexte actuel d'instabilité et de fluctuation des marchés de l'énergie, la commune de Rezé souhaite confirmer son adhésion au groupement de commandes afin d'assurer une efficacité, une sécurité dans la fourniture et l'acheminement de l'électricité et du gaz. Afin d'intégrer les enjeux de la transition énergétique dans l'acte d'achat, l'accord cadre offrira la possibilité à chacun des membres du groupement de commandes d'acheter de l'électricité et ou du gaz d'origine renouvelable. Il vous est demandé d'autoriser Nantes Métropole, coordonnateur du groupement de commandes relatif à la fourniture et à l'acheminement d'électricité, de gaz et des services associés, à signer pour le compte de la commune de Rezé les accords cadres correspondants ainsi que les marchés subséquents faisant suite aux accords cadres. Et il vous est demandé d'autoriser Madame la maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Jean-Michel? Merci, bonsoir. Comme vous l'avez dit, actuellement, chacun le sait, les prix de l'énergie flambent et les perspectives de retour à des niveaux précédemment connus sont lointaines, voire illusoires. Car la baisse des livraisons russes de gaz n'est pas le seul facteur explicatif de cette hausse, mais n'a été qu'un apport de plus, certes conséquent, à un vase déjà bien rempli. Il y a aussi une lourde tendance de fond à l'augmentation de la demande mondiale en énergie, corrélative à la hausse du PIB mondial et à la baisse de l'offre, liée à la limitation des ressources énergétiques de la planète. Le pic mondial de production de pétrole conventionnel a été atteint en 2018 et la production française d'électricité est lourdement impactée par la faible disponibilité pour de nombreuses années encore du parc nucléaire national. Comme par ailleurs, l'ultralibéralisme, notamment européen, a fait de l'énergie une marchandise comme les autres, la loi de l'offre et de la demande fait s'envoler les prix. Dans l'immédiat, certaines collectivités dont les contrats d'achat se terminent fin 2022 annoncent une multiplication de leurs factures d'énergie par 3 ou 4 en 2023 à consommation équivalente. La ville de Rezé échappe à ce risque en 2023 grâce à des contrats d'achat précédemment négociés jusque fin 2023 pour l'électricité et mi-2024 pour le gaz, comme le signale la délibération. Mais il n'y a pas de raison qu'elle y échappe à partir de 2024, même avec des groupements de commandes auxquels nous sommes favorables, ce qui nous conduira à voter pour la présente délibération. La délibération nous indique pour 2023 une facture d'électricité de 765 000 € et de gaz de 425 000 €. D'après le compte administratif 2019 de la ville, dernière année de référence en matière de consommation d'énergie, on doit y ajouter environ 200 000 € de chauffage urbain, 25 000 € de combustible et 75 000 € de carburant, soit un total de dépenses de 1,5 million d'euros. Une multiplication par 3, c'est donc potentiellement une dépense supplémentaire de 3 millions d'euros pour la ville, ce qui est considérable, presque 4% du budget total. Si toutes les raisons environnementales, sanitaires et géopolitiques ne suffisaient pas, voici donc une nouvelle raison, budgétaire cette fois, d'agir vigoureusement pour une réduction conséquente
et rapide des consommations d'énergie du patrimoine communal ou intercommunal. Les 3 postes principaux de consommation des communes sont les bâtiments, les véhicules de service, ainsi que l'éclairage public, même si cette dernière compétence est déléguée à la métropole. Concernant les bâtiments, vous avez, Madame la maire, rappelé récemment dans la presse que la ville réfléchissait à la question des bâtiments énergivores. Nous ne pouvons qu'abonder dans cette voie et espérons que des propositions concrètes et chiffrées sortiront prochainement de ces réflexions. Mais de même, il serait intéressant d'avoir des éléments de réponse pour ce qui concerne l'éclairage public ou les déplacements professionnels des agents. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Anas? Nous travaillons sur la performance énergétique et environnementale de nos bâtiments. Je vais donner juste un exemple. L'école Chêne-Creux qui a été livrée dernièrement et qui fait partie de ce grand plan de rénovation du patrimoine scolaire. Donc, ces mesures à long terme auront un impact. La mairie s'est justement engagée sur un plan de réhabilitation ambitieux. Tous les bâtiments sont concernés, notamment, j'ai bien indiqué tout ce qui était scolaire. Un autre symbole fort de ce mandat, c'est la construction du futur CTM, qui va permettre de se séparer de 2 bâtiments énergivores des services. Les services de la ville équipent nos bâtiments de minuterie, de boutons stop, etc. Ces bâtiments permettent non seulement des économies, mais incitent aussi les utilisateurs à changer leurs pratiques. Donc jusqu'à présent, effectivement, on a réussi à contenir la hausse. On ne va peut-être pas réussir à la contenir jusqu'au bout parce qu'on voit bien que l'inflation augmente pour toutes les communes, pour les particuliers. C'est pour ça que nous avons provisionné déjà de quoi payer l'année 2023 et nous continuons à travailler pour identifier les sources d'économie d'énergie. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 20, Monsieur Philippe Audubert. Bonsoir. Vœu du Conseil municipal en faveur de la loi de réhabilitation des militaires fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale. Le 13 janvier 2022, les députés de l'Assemblée nationale ont voté une loi permettant la réhabilitation collective des militaires fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale. Celle-ci prévoit la réhabilitation des militaires en service du 2 août 1914 au 11 novembre 1918, ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 relatif au fonctionnement des conseils de guerre, ainsi que par les conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre. Cette loi prévoit aussi d'inscrire leurs noms sur les monuments aux morts ainsi que la création d'un monument national leur rendant mémoire. Cette proposition a été transmise au Sénat le 14 janvier dernier. C'est pour notre conseil municipal l'occasion de poser également un acte politique, un engagement fort autour d'un débat qui dure depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, environ 740 soldats furent exécutés, une cinquantaine pour espionnage et entre 600 et 650 pour crimes militaires, c'est-à-dire en grande partie pour désobéissance militaire, à savoir abandon de poste et refus d'obéissance en présence de l'ennemi. De nos jours, le chiffre précis de 639 soldats tués est connu. En Loire-Atlantique, ils furent 11. Ces exécutions sommaires, car relevant bien souvent de choix arbitraires, d'hommes embarqués dans un conflit dont nous mesurons l'extrême brutalité, le quotidien rempli de massacres et les conséquences géopolitiques mondiales sur le XXe siècle, doivent aujourd'hui être dénoncés par une réhabilitation collective. 100 ans après, nous n'en sommes plus à trier entre les morts. Tous ces hommes sont morts pour la France. Au cours de nos diverses commémorations, nous en appelons régulièrement au devoir de mémoire, celui de la transmission et de la raison historique face aux exactions dont toutes les guerres sont les mères.
Cette interpellation auprès des élus de la République, députés et sénateurs, fait partie de ce processus nécessaire de lucidité. Nous portons toutes et tous un regard sur l'histoire, mais l'histoire porte aussi un regard sur nos engagements. C'est pourquoi il vous est proposé, mesdames et messieurs les élus, de voter ce vœu en mémoire de Jean-Baptiste Bachelier, jeune soldat des Sorinières, fusillé à l'approche de ses 26 ans et dont la famille a dû s'exiler, en mémoire des 11 fusillés de Loire-Atlantique, au nom de la ville de Rezé, pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions concernant cette délibération? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais maintenant donner la parole à Madame Nadine Billan. Merci Madame la maire, chers collègues. Nous aimerions porter hommage à Masha Amini, originaire du Kurdistan, qui s'était rendue à Téhéran pour rendre visite à sa famille. Mercredi 14 septembre, elle a été arrêtée de manière violente par la police des mœurs pour un hijab mal positionné. Le vendredi 16, elle est arrivée dans le coma à l'hôpital de Téhéran où elle est décédée. Elle avait 22 ans. Depuis quelques années, les femmes manifestent leur opposition en laissant dépasser une mèche de cheveux du voile obligatoire. Le peuple iranien n'en peut plus de la chape de plomb qui pèse sur le pays depuis 1979, confisquant l'avenir des femmes et de toute la jeunesse. Le décès de Masha Amini est le décès de trop. Une vague de révolte se répand dans tout le pays, au Kurdistan, à Téhéran et dans plusieurs grandes villes, ainsi que dans les universités, contre le port du voile. Des personnes sont tuées au cours des manifestations. Malgré cela, les Iraniens et Iraniennes restent déterminés. Des foulards sont brûlés. Des femmes se tondent les cheveux en signe de protestation. Ces femmes et ces hommes qui ont le courage de descendre dans les rues sont la gloire de notre humanité. Bien vivre à Rezé et la section du Parti socialiste de Rezé apporte son soutien aux femmes iraniennes qui manifestent courageusement en Iran pour notre liberté et notre avenir. Leur combat est le nôtre. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à RAGT. Je ne sais pas qui intervient. Catherine. Merci. Madame la maire, en septembre 2020, le tout nouveau conseil municipal, présidé par M. Hervéno, a voté un vœu, encore consultable à ce jour sur le site de la mairie, en soutien à Salah Hamouri, menacé d'expulsion de Jérusalem. Cette prise de position politique courageuse s'inscrivait dans une démarche de soutien à la Palestine, initiée depuis de nombreuses années par la ville de Rezé et les différents maires qui s'y sont succédés. Pour rappel, en 2018, une banderole était accrochée sur le parvis de l'hôtel de ville avec les photos de Salah Hamouri et de la jeune Ahed Tamimi. En janvier 2020, Salah Hamouri était reçu par M. le maire Gérard Allard. En septembre 2020, nous pensions Salah Hamouri déjà citoyen d'honneur de Rezé. Il s'est avéré que les démarches n'étaient pas allées à leur terme au moment du changement de l'équipe municipale, mais que cette désignation ne serait finalement qu'une formalité, puisqu'elle était la suite logique de l'engagement de la ville en faveur de Salah Hamouri. Du moins, le pensions-nous, nous, élus de Rezé à gauche toute. De nombreuses autres villes ont, depuis, désigné Salah Hamouri citoyen d'honneur de leur ville, dont par exemple Ivry-sur-Seine, Gennevilliers ou Vitry, en juin dernier, en présence de la mère et de l'épouse de Salah Hamouri.
Ces délibérations ont toutes été validées par les préfets du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. En septembre 2022, Salah Hamouri se trouve désormais dans une situation encore plus critique qu'en 2020. En détention provisoire depuis 7 mois, il vient d'entamer une grève de la faim avec 30 autres prisonniers politiques pour dénoncer le système de la détention administrative et leur prolongation abusive, sans motif ni jugement. Vous nous avez transmis il y a quelques jours un courrier du préfet de Loire-Atlantique vous conseillant de retirer le vœu émis lors du dernier conseil municipal de juin. Ce vœu portait sur l'emprisonnement de Salah Hamouri et demandait au président de la République d'intervenir pour obtenir sa libération. Dans son courrier, le préfet cite un jugement du tribunal administratif de Nancy de décembre 2018 à l'encontre des villes de Vendeuvre et de Villerue en Meurthe-et-Moselle et annulant des délibérations de soutien à des militants palestiniens. Curieusement, il a omis de signaler que la Cour administrative d'appel de Nancy a infirmé cette décision en mai 2021 et que par conséquent, le jugement du tribunal administratif de 2018 est irrecevable. Le jugement de la Cour d'appel de Nancy fait donc jurisprudence. Si la Palestine ou Salah Hamouri sont des sujets sans intérêt local pour le préfet, pourquoi la banderole de 2018 n'a-t-elle pas été retirée de la mairie ? Pourquoi le vœu de septembre 2020 n'a-t-il pas été annulé? Et pourquoi avoir validé un drapeau ukrainien sur le fronton de l'hôtel de ville? Quelle surprenante mise en garde préfectorale, alors que le président de la République lui-même s'est inquiété de la situation de Salah Hamouri lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Yair Lapid le 22 août dernier. Nous pouvons comprendre votre réticence à la perspective de devoir se justifier auprès du préfet et de risquer une annulation de certaines délibérations, voire d'une interdiction de séjour en Israël en mesure de rétorsion. C'est la mésaventure de M. Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. Est-ce une raison suffisante? Il n'y a pas de mauvais combat, mais certains ont une portée politique plus large. Défendre Salah Hamouri n'est pas juste défendre un citoyen franco-palestinien, c'est défendre un avocat, un défenseur des droits humains. C'est dénoncer l'arbitraire israélien, c'est condamner la violation du droit international. Nous prenons malheureusement acte que 2 ans après, ce projet d'accorder à Salah Hamouri la citoyenneté d'honneur n'est toujours pas à l'ordre du jour. Il vous appartient d'assumer politiquement votre choix. Madame la maire, notre question est donc la suivante. Malgré l'avertissement du préfet, maintiendrez-vous ce vœu de juin 2022? Je vous remercie. Je vous remercie pour cette question qui, vous le savez sans doute, interpelle la majorité. Oui, la majorité municipale s'est engagée depuis le début du mandat au soutien à Salah Hamouri au travers de vœux interpellant notamment le président de la République pour qu'il intervienne auprès de l'État israélien. Vous rappelez qu'il s'agissait d'une position politique courageuse, assumée par l'équipe municipale en place. Je ne peux que le confirmer, puisque ce sont les faits. Pour en revenir aux faits, nous avons été destinataires d'un courrier du préfet nous conseillant de retirer ce vœu dans le cadre du contrôle de légalité dont la préfecture a la compétence, au motif qu'il ne présentait pas d'intérêt local. C'est une règle générale à laquelle les collectivités sont soumises, régies par le Code général des collectivités territoriales. Vous pointez l'omission du préfet concernant la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy et que celle-ci ferait jurisprudence. Je vous invite à relire cette décision. Elle infirme le jugement pour des raisons de forme et de délai en raison du déféré tardif du préfet. Mais dans cette même décision, le fond, c'est-à-dire le défaut d'intérêt communal au sens du CGCT, est pour autant confirmé. Il n'est pas surprenant que le préfet nous mette en garde et ce n'est pas non plus un sujet de banderole datant de 2019 ou de drapeau ukrainien. La ville de Rezé est pionnière et moteur des actions mises en œuvre à destination de la population palestinienne depuis de nombreuses années et l'une des seules villes de la métropole à jouer ce rôle. Nos prédécesseurs ont fait de l'action en Palestine une constante que nous perpétuons avec conviction. Je crois que c'est cela la responsabilité politique. Il en est de même pour Salah Hamouri, que nous soutenons, mais dont nous respectons aussi le souhait, bien que subissant actuellement une détention arbitraire et ayant engagé une grève de la faim,
de rester sur le territoire palestinien pour continuer de défendre son peuple. Les associations œuvrant sur le territoire dont nous sommes partenaires ne semblent pas partager certaines de vos positions. Donc à ceux qui considèrent que la municipalité actuelle manque de courage, je vous laisse apprécier ce que la ville de Rezé a fait et continuera de faire avec fierté et courage politique, puisque vous le mentionnez. Pour éviter toute mauvaise interprétation et en réponse à votre question de savoir si nous maintenons notre vœu, je répète à la lumière des échanges que nous avons eus à ce sujet et en votre présence, oui. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Le Conseil est maintenant terminé.